Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le Petit Parisien du 6 juin 1898 qu'un double assassinat, ayant le vol pour motif, a mis en émoi la veille la population de Saint-Maurice, près de Paris. L'assassin, en fuite, est un jeune homme de 20 ans. Ses victimes, tuées dans des circonstances particulièrement atroces, sont une brave femme de 50 ans et son neveu de 7 ans. Il est à remarquer que, depuis quelques années, beaucoup de criminels sont de tout jeunes gens. Au numéro 35 de la Grande Rue à Saint-Maurice se trouve une belle maison de 3 étages habitée par de nombreux locataires. Au deuxième, les époux Bertrand. L'appartement qu'ils occupent depuis 20 ans se compose d'une petite entrée, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une chambre à coucher et d'un cabinet. Ce sont de braves gens, travailleurs acharnés, ne se querellant jamais, ayant su conquérir l'estime de tous. Nicolas Bertrand, 50 ans, est chauffeur à la compagnie des bateaux parisiens. Elle, 48 ans, s'occupe des soins du ménage et de quelques travaux de couture pour différentes personnes de la commune. Ils passent pour des gens aisés à force d'économie. Le couple n'a pas d'enfant, mais a recueilli un neveu, Octave Do, 7 ans, car sa mère, la sœur de Madame Bertrand, est devenue veuve sans ressources. Il est la joie des deux époux. Monsieur et Madame Bertrand ont fait la connaissance de la famille Peunier il y a plusieurs années. Elle vit dans la même rue au numéro 13. Madame Peunier a 2 fils. Paul, 24 ans, employé lui aussi à la compagnie des bateaux parisiens. C'est un très bon sujet, proposé récemment pour une médaille honorifique à la suite d'un acte de sauvetage accompli au péril de ses jours. Le cadet Albert, 20 ans, est un fief et mauvais sujet. Ses parents lui ont fait apprendre le métier de couvreur, mais ennemi acharné du travail, il passe son temps à vagabonder avec des repris de justice. Il vit seul, 25 rue de Villeneuve à Alfortville. En 1896, il fait la connaissance d'une fille de mœurs légères pour laquelle il tente 3 fois de se suicider. Une première fois dans le jardin des Tuileries en se tirant une balle dans la tête. Une deuxième fois en se jetant dans la Seine. Et une 3e fois en essayant de s'asphyxier. Il rejoint par ailleurs la bande des rafleurs, bande redoutée à Charenton et les environs, dont les membres ont pour spécialité de dévaliser les poulaillers. Ils commettent 123 vols en quelques mois. Peunier est chargé de vendre aux halles les volailles dérobées. En 1896, il est arrêté avec 5 complices et condamné à 13 mois de prison qu'il purge dans une maison de correction puisqu'il est mineur. Libéré il y a 3 semaines, Albert Peunier rentre chez ses parents et promet de racheter sa conduite passée par un travail assidu. Il exerce différents métiers comme rempailleur de chaises ou débardeur, mais il continue à mal se conduire. Monsieur Bertrand, pensant que le jeune homme s'est amendé, ne fait aucune difficulté pour le recevoir chez lui, quand ses parents, excédés, le chassent. Quand il a besoin d'une pièce ou deux, Albert va trouver monsieur Bertrand, qui les lui donne, en plus de bons conseils. Il lui fait la morale, en somme. Et les petits bons à rien dans le genre de Peunier n'aiment pas ça. Samedi 4 juin, vers 11h du matin, Albert Peunier se présente chez les époux Bertrand. Madame est en train de repasser sa plus belle robe car il prépare une noce pour le lendemain. Albert entre et dépose sur une chaise le lourd marteau qu'il a apporté. Le petit Octave s'en empare et le brandit. Il est lourd. Pour monsieur Bertrand, c'est l'heure de partir au travail. Il offre un verre de vin à Albert et lui demande d'aider sa femme à réparer et encaustiquer le parquet car elle a beaucoup de travail. Le jeune homme acquiesce et monsieur Bertrand va prendre son service de chauffeur sur son bateau. Jamais il ne reverra sa femme vivante, car c'est le début d'une sale affaire. Monsieur Bertrand rentre le soir vers 10h. Il ouvre la porte et trouve le logement plongé dans l'obscurité. Ce n'est pas habituel. Inquiet, il appelle sa femme, mais personne ne répond.
Il allume une bougie, jette un coup d'œil dans la salle à manger déserte et pénètre dans la cuisine. Le malheureux pousse un cri d'angoisse en apercevant le terrifiant tableau qui s'offre à sa vue. Madame Bertrand gît sur le dos, la tête sous l'évier et les jambes repliées contre un petit buffet. Son cou est presque entièrement coupé, ses carotides tranchées. Une longue rigole sanglante zigzague dans la cuisine. Fou de douleur, M. Bertrand appelle l'enfant. Il pénètre dans sa propre chambre et trouve le cheval mécanique du petit plein de sang et des gouttelettes sanguinolentes traçant un sillage depuis le cabinet où dort Octave. L'enfant est là, sur son lit, la tête défoncée à coups de marteau, l'horrible marteau entré dans la maison le matin même avec le jeune Albert. Un des battants de l'armoire est ouvert. L'assassin a fouillé ce meuble et s'est emparé de 600 francs en or. Il y a par contre toujours un petit coffret contenant des bijoux et des obligations pour une valeur de 8000 francs. Monsieur Gutzwiller, commissaire de police de Charenton, le parquet et la sûreté sont prévenus. À 1h30 du matin, messieurs Attalin, procureur de la République, Bertulus, juge d'instruction, et Cochefer, chef de la sûreté, arrivent sur les lieux accompagnés de nombreux agents. On retrouve dans la salle de bain le rasoir qui a servi à égorger Madame Bertrand. Le marteau qui a assommé l'enfant se trouve dans la chambre à coucher. Les magistrats instructeurs n'ont aucune peine à établir qu'Albert Peunier est l'assassin. Il ne tarde pas à savoir qu'après le départ de M. Bertrand, Peunier envoie Madame Bertrand lui acheter de la bière, prétextant qu'il pourrait avoir la pépie. Profitant de son absence, il entre dans la chambre à coucher du couple où se tient l'enfant. Il fait une page d'écriture. Peunier s'approche et lui défonce le crâne avec son marteau. Il ferme la porte et attend le retour de Madame Bertrand dans la salle à manger. Quand elle revient avec une canette de bière, l'assassin l'étourdit d'un coup de marteau, traîne son corps dans la cuisine et lui tranche le cou. Il quitte l'appartement à 3h en emportant les clés. Voici son signalement. 1m65, maigre, le teint jaune, cheveux coupés courts et rasés sur les côtés et le front, petite moustache naissante, yeux noirs. L'œil gauche est recouvert d'une taie très visible. Il porte parfois des lunettes vertes ou un binocle teint. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un complet noir, un chapeau haute forme, des souliers jaunes et des chaussettes bariolées. Son portrait s'étale dans les quotidiens dès le 7 juin. Pendant que M. Cochefer lance ses agents dans différentes directions afin de retrouver la piste de l'assassin, M. Gutzwiller se rend au domicile de Peunier pour une perquisition. Il saisit une petite table en bois blanc maculée de taches de sang. M. Bertillon, directeur du service anthropométrique, se rend le 5 juin dans la maison du crime. Il photographie les victimes et relève le plan des lieux. Puis les corps sont envoyés à la morgue. La foule se presse toute la journée devant la maison des Bertrand et se livre à 1000 commentaires. Madame Peunier, la malheureuse mère de l'assassin, apporte au commissaire Gutzwiller une lettre de son fils postée à Ivry que le facteur vient de lui remettre. Au dos de l'enveloppe, on lit ce seul mot : adieu. À l'intérieur, un mandat poste de 40 francs. L'enquête établit qu'aussitôt après le double crime, Peunier se rend dans un débit de vin de la rue du Pont tenu par Madame Decker. Là, il prend un verre de cognac à 20 centimes qu'il paie avec une pièce de 5 francs, puis part avec une telle précipitation qu'il oublie une partie de sa monnaie. Il se rend chez lui, 25 rue de Villeneuve à Alfortville, où il paie les 2 francs qu'il doit à son logeur. Il sort de chez lui pour se rendre à Paris, rue de Lyon, où il loue une bicyclette à l'aide de laquelle il se rend à Charenton et à Ivry, où il a beaucoup d'amis dans un monde interlope. La bicyclette se détraquant, il prie un de ses amis de la réparer. On le voit se promener dans les rues d'Ivry avec cet individu qu'on a d'abord pris pour son complice. Mais questionné par M. Cochefer, l'homme a pu indiquer de façon précise son emploi du temps. Peunier rend également visite à sa jeune maîtresse, Marceline Galpin, 20 ans. Il lui propose de prendre la fuite avec lui. Il est habillé de neuf et lui montre un porte-monnaie gonflé des pièces d'or qu'il vient d'acquérir au prix du sang. Mais la jeune femme se méfie. Ils partent tous deux, on ne sait où.
puis on perd la trace de l'assassin. Paul Peunier, le frère de l'assassin, vient visiter le pauvre monsieur Bertrand qui ne fait aucune difficulté pour lui serrer la main. Les deux hommes fondent en larmes. Toute la famille Peunier vient ensuite demander pardon à l'ami d'hier du crime horrible dont s'est rendu coupable un de ses membres. Bertrand ne pense pas un instant à faire peser sur eux la responsabilité de ce forfait. Il faut savoir que plusieurs crimes ont lieu en ce printemps 1898 à Paris et ses environs. Le 9 mai, Albert Martin, 19 ans, assassine un dentiste de la rue Poissonnière. Le 2 juin, le jeune Xavier Schneider, 21 ans, assassine son employeuse, une marchande de fleurs de la rue Saint-Denis, pour lui voler son argent et s'enfuit. Le service de la sûreté a sur les bras la recherche de deux assassins, Xavier Schneider et Albert Peunier. Grâce à la persévérance et à la sagacité proverbiale des agents de M. Cochefer, il faut espérer qu'il ne tardera pas à être débarrassé de ce pesant fardeau. En attendant, les deux jeunes criminels restent introuvables et les limiers lancés à leur recherche n'ont encore découvert aucune piste, laissant entrevoir une capture prochaine. Nous ne doutons pas que les fameux agents de la sûreté sauront traquer et retrouver un assassin aussi peu discret qu'Albert Peunier. Attardons-nous donc sur les polémiques qui émergent dès le 7 juin dans la presse, dans un contexte de recrudescence des crimes et violences exercés par des mineurs. D'une part, les journaux conservateurs profitent de cette vague criminelle pour rejouer le couplet de la dégénérescence de la société moderne. Pour le quotidien Le Gaulois, Alfred Peunier est un de ces mômes à face imberbe et pâle qui des ruisseaux fangeux des faubourgs sortent comme des larves du vice et du mal. Plus inquiétants qu'effrayants au premier abord, ils inspirent plutôt l'étonnement que la crainte. On se demande d'où ils viennent, de quelle plaie sociale ils sont les microbes, quel chancre insoupçonné ils révèlent dans cet organisme civilisé dont on nous vante la perfection et la santé toujours en progrès. Vous aurez certainement compris, chères auditrices et auditeurs, que le Gaulois, qui se définit comme un journal des informations du matin et moniteur de l'ancien esprit français, s'adresse à la bourgeoisie aisée et conservatrice. Il ne se reconnaît pas dans la politique républicaine du gouvernement de Jules Méline, alors au pouvoir sous la présidence de Félix Faure. Le journal s'interroge donc. Comment, au cœur d'une civilisation si laborieusement affinée, où l'effort d'une innombrable série de générations n'a tendu qu'à maîtriser, dompter, abolir toutes les formes de l'animalité primitive, comment cette animalité se réveille-t-elle soudain ? Comment s'affirme-t-elle par ces sursauts imprévus, nous ramenant à l'âge des cavernes, où l'homme n'était qu'une bête reniflant avec délice l'odeur de la tuerie et du sang ? On répondra que ce ne sont que quelques exceptions. C'est écarter à bon compte le mal social qu'on doit avoir le courage de dénoncer. Ce mal, c'est l'état d'abandon moral dans lequel notre gouvernement, soi-disant démocratique, laisse la classe populaire. Le peuple est moralement abandonné. Le chômage volontaire et le désordre lui procurent un travail insuffisant qui nourrit mal. Le matin, le père cuve son ivresse de la veille. La mère reste hébétée sur une chaise, se demandant comment faire pour manger. La marmaille affamée vit dans la rue, sans fréquenter l'école, en quête de n'importe quoi. J'arrête là ce portrait explicite du peuple des faubourgs et de la dégénérescence sociale que dresse ce journal conservateur. Il a pour but de démontrer que la République, qui s'est éloignée de Dieu et rapprochée du marchand de vin, est incapable d'éduquer ou de redresser le peuple qui grouille tel un animal. La violence incontrôlée des jeunes permet de discréditer d'adversaires politiques. C'est un procédé classique. Une autre thèse se fait jour. Les assassinats successifs du dentiste de la rue Poissonnière et de la fleuriste de la rue Saint-Denis ont produit une impression profonde sur Peunier. Il parlait des crimes à tous ses amis, se plaisait à blaguer les assassins, les traitant d'imbéciles et déclarant que s'il faisait un coup, il s'y prendrait tout autrement. C'était une véritable obsession. La semaine précédant les crimes, Peunier
Peugnier visite une chiromancienne à la foire des Invalides. Elle lui promet une vie très courte. Il déclare à ses amis qu'il faut qu'il fasse un coup, là, maintenant, tout de suite, pour prouver qu'il est un homme avant de monter sur l'échafaud. Cette hantise de la guillotine, n'est-ce pas un indice de détraquement cérébral ? Se demande le quotidien Le Matin. Il n'y a cependant jamais eu de fou dans la famille Peugnier. La Dépêche, quotidien toulousain, s'essaie à la psychologie criminelle. Aucun des 3 jeunes gens mentionnés n'a manifesté de regret. Tous ont ignoré l'émotion et le remords. Il semble que le mépris de l'existence soit la caractéristique de ce siècle finissant. Jamais on n'a rencontré de criminels plus dépourvus d'intelligence, moins susceptibles de mettre en défaut le flair des limiers de la police que ces 3 adolescents inscrits au faste du crime de ce lugubre printemps. Peut-être le dédain de la vie explique-t-il ici l'inconscience avec laquelle ces précoces meurtriers vont se jeter dans la gueule du loup. C'est surtout à propos de Peugnier, dont la dégénérescence semble si visible et si profonde, que la redoutable question de la responsabilité se pose une fois de plus. Les antécédents de cet assassin de 20 ans montrent comme en un livre ouvert qu'il fut dès l'enfance un impulsif et un déséquilibré. À 10 ans, suite à quelques reproches de sa mère, il se jette par la fenêtre. Un peu plus tard, surpris par un gendarme en flagrant délit de pêche, il tente de se noyer en se jetant dans le canal. Il y a 3 ans, apprenant que sa maîtresse le trompait, il se tire 3 coups de revolver et se blesse grièvement. Puis après sa compromission dans une affaire de vol, il tente de s'asphyxier. Il est clair que quand on fait si peu de cas de sa propre vie, on n'est pas porté à respecter celle des autres. Il est clair aussi que l'enfant qui recourt au suicide, que l'adolescent qui, avant d'avoir atteint sa majorité, renouvelle 3 fois cette funèbre tentative, est un déséquilibré dont la mentalité est en dehors de la normale et que sa responsabilité est singulièrement sujette à caution. En dehors de ces considérations propres à Peugnier, il semble que les circonstances extérieures aient une action sinon déterminante, du moins subsidiaire sur son acte. Il y a comme une contagion du meurtre, comme une épidémie de l'assassinat. L'exemple de Martin a fait voir rouge à Schneider, et Peugnier, en lisant le récit de ces 2 crimes, a senti comme une émulation meurtrière se développer en lui. La presse populaire, celle qui consacre une colonne de sa première page aux plus vulgaires faits divers, a sa part de responsabilité dans l'affaire, puisqu'elle donne à ceux qu'on pourrait appeler des criminels en puissance non seulement l'idée première du meurtre, mais qu'elle leur fournit aussi ce luxe de détails qui est comme une excitation à préméditer soigneusement l'attentat. Le quotidien Le Gaulois ne dit pas autre chose. La contagion que la presse propage est un facteur énorme dans le développement des crimes. Les récits sont des provocations et les exemples des modèles. L'imagination, déjà aiguillée par l'instinct, travaille et marche. L'imitation est la loi des faibles. Et le besoin de refaire ce qu'un autre a fait est inhérent à la jeunesse. Mais si les crimes de l'homme mûr sont basés sur l'espoir qu'ils demeureront ignorés, au contraire, ceux des jeunes sont en partie provoqués par le charme de leur probable notoriété. Ainsi, Peugnier a-t-il pu affirmer « Je ferai parler de moi ». Pour eux, les cambriolages, filouteries, vols de poules ou de légumes imprimés en petit à la 3e page des journaux, c'est le grade initial, le 1er degré. Puis ils veulent les lettres capitales, la première page du journal, leur nom en tête d'article et leur portrait. Leur molle cervelle s'imprègne d'exemples. Entrer dans la lumière et peut-être dans l'histoire du crime. Ils en ont rêvé avant de passer à l'acte, ils y ont longtemps pensé. Les journaux leur prouvent que le passage à l'acte est possible et parfois impuni. Ils tuent pour accomplir quelque chose, pour donner un sens à une vie qui n'en a pas. Le journal Le Gaulois condamne définitivement près de 30 ans de République qui a discouru, épilogué,
chercher, disputer et engendrer des assassins de 20 ans. Rien ne change. Les opposants utilisent les aspects les plus négatifs de la société pour discréditer le pouvoir en place, comme si la criminalité avait été inventée par la République. Ici, les journalistes incriminent la presse à sensation. Dans les décennies à venir, la télévision, le rock'n'roll, les films d'horreur, les jeux vidéo, les mangas, Internet seront accusés de corrompre la jeunesse rebelle. Retournons sur les traces du jeune criminel en fuite. La police établit que le couple Peunier-Galpin passe la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel de la rue de Rivoli. Ils se rendent le dimanche à la fête de Nogent-sur-Marne, où Peunier se fait même photographier. Il semblerait que sa maîtresse ignore encore qu'il est un meurtrier. On sait, grâce à M. Cochefer, chef de la sûreté, qui lâche de temps en temps quelques informations aux reporters, que Peunier a passé la nuit de dimanche 5 à lundi 6 dans un hôtel voisin de la gare de l'Est. Mais c'est une fausse information visant à troubler les criminels qui, on le sait, lisent avidement les journaux pour savoir si la police est sur le point de les démasquer. Ce n'est donc pas près de la gare de l'Est, mais près de la gare Montparnasse, que des agents ont retrouvé le pardessus de Peunier et quelques papiers. Le jeune couple souhaite se rendre à Saint-Sauveur de Carouge, où vivent ses parents à elle, pour se marier. Peunier achète une redingote noire, une cravate blanche et un chapeau de soie pour la cérémonie. Puis change d'avis. Retour à Nogent. Il lit avidement les journaux qui parlent de lui et donne même son signalement. Il s'empresse d'échanger son chapeau haute forme contre un chapeau de paille et d'enduire ses souliers jaunes d'une triple couche de cirage noir. À Marceline, qui s'étonne de tous ces brusques changements, Peunier répond qu'il va lui arriver quelque chose. Il lui recommande de s'en aller. Marceline Galpin rentre à Charenton, puis commet l'imprudence d'aller rôder autour de la maison de Peunier, où elle est arrêtée par des agents de la sûreté. C'est elle qui renseigne la police sur l'emploi du temps de son jeune amant après le double assassinat, dont elle ne savait rien. Elle l'informe aussi qu'il lui a donné rendez-vous mardi à 9h du matin près du petit pont de Charenton. Des agents s'y rendent en lieu et place de Marceline. À 9h précises, ils aperçoivent l'assassin sortant du bois de Vincennes. Ils se lancent à sa poursuite. Peunier se met à courir vers la Marne et traverse la passerelle qui conduit à l'île Martinet. Mais les agents le suivent de près. L'un d'eux, nommé Saccarer, va l'atteindre quand Peunier se retourne et lui tire dessus. Plus tard, Peunier démentira avoir tiré sur l'agent. La balle se perd. Se voyant pris, il retourne l'arme contre lui et se loge une balle dans la bouche. Il tombe. Mais sa blessure n'est pas grave car le projectile s'est logé dans le palais. Il est ligoté et transporté au commissariat où un médecin le soigne. Pour cet acte de bravoure, les agents Saccarer et Hu obtiennent 100 francs de gratification du préfet de police Charles Blanc et une petite somme, le petit Parisien ne précise pas combien, de la part du chef de la sûreté. On prévient Cochefer qui va en personne chercher Peunier à Charenton. Le misérable interpelle le commissaire du haut de ses 20 ans, insolent. « Ah, c'est vous, monsieur Cochefer. Il y avait longtemps que je voulais faire votre connaissance. J'ai à vous parler, car vous avez l'air d'un brave homme. » Il demande un verre d'eau, s'assoit et commence son récit. Il n'a aucun remords. Son crime ne lui pèse nullement sur la conscience. C'est fait, c'est fait. Surtout, pas de travaux forcés. Travailler pendant 10 ou 20 ans, non merci. Il veut déblaire. Il y tient absolument. Après ce cynique préambule, le juvénile assassin raconte son crime avec un luxe de détails à donner la chair de poule à l'homme le plus indifférent. Il se rend chez les époux Bertrand sans pensée préconçue. Son marteau et son rasoir, il les a depuis 2 jours dans sa poche. Monsieur Bertrand l'invite à déjeuner. Après le repas, c'est lui qui dicte le Notre Père au petit Octave pour sa page d'écriture, car c'est lui
qui lui a appris à écrire. S'il y a une victime qu'il regrette, c'est bien lui. Mais bon, le sort en a décidé ainsi. Pas de regret pour la femme Bertrand par contre. Elle est riche, il crève de faim. Elle est toujours sur son dos pour lui prêcher le bien. Alors il lève son marteau et l'abat sur sa tête. Elle tombe comme une masse. Comme il a sur lui son rasoir, il coupe la gorge à la vieille. Il est sur le point de partir sans rien emporter quand le môme apparaît et lui reproche d'avoir fait du mal à maman. Peunier brandit son marteau, mais Octave se sauve en criant. Il le poursuit. 3 coups de marteau suffisent à mettre sa tête en bouillie. Il l'attrape et le pose sur son lit. Puis il ouvre l'armoire et prend le porte-monnaie. Il sait que les obligations sont là aussi, mais ne les prend pas pour ne pas s'encombrer de papiers compromettants. Il quitte la maison en fermant la porte derrière lui et va se laver les mains à une fontaine rue de Paris. Pour se remettre, il prend ensuite un petit verre de cognac, non rue du Pont, comme écrit dans les journaux, mais chez Descottes, l'épicier du quai de la République. Il se rend ensuite à Paris où il loue une bicyclette et à 6 heures, il rejoint Marceline. Ensemble, ils se rendent rue de Rivoli dans une boutique nommée Les Élégantes et l'habillent tout de neuf. Puis ils passent la nuit à l'hôtel. Le dimanche, ils vont à la fête de Nogent où ils se font photographier. C'est à Nogent qu'il lit son signalement dans les journaux. Il s'achète alors un chapeau de paille et fait cirer ses compromettants souliers. Il a toujours l'intention de se rendre dans la famille de Marceline pour l'épouser, mais il décide qu'il ferait mieux de fuir avec elle, bien qu'elle ne sache rien de son crime. Elle pense que l'argent lui vient d'un cambriolage, et jouir des fruits d'un vol ne la gêne pas. Mais en chemin pour la maison familiale, il se rend compte qu'elle sera sans doute surveillée par la police. Il se sent acculé et décide de mourir. Encore une nuit avec Marceline à Alfortville, puis il la tue et se suicide. Voilà son plan. Mais le lendemain, après une autre journée passée à la foire de Nogent, il demande à Marceline de partir, lui donnant un rendez-vous pour le lendemain. Puis il erre à Champigny, Bonneuil et Joinville. Il est pris d'un trac énorme, croyant voir des agents dans chaque passant rencontré. Il erre jusqu'à l'heure du rendez-vous avec Marceline, puis il est arrêté par la police. Après ses aveux, Peunier est incarcéré à la prison de la Santé, dans une cellule assez spacieuse dépendant de l'infirmerie. Le chirurgien de la prison tente d'extraire la balle que le prisonnier s'est logée dans le palais. Après 5 tentatives, il n'y parvient pas. Dès que Peunier sera rétabli, il sera confronté à ses 2 victimes à la morgue. Le jeune homme est soumis à une surveillance spéciale. Afin qu'il n'attende pas à ses jours, 2 prisonniers lui tiennent compagnie dans sa cellule. Il joue toujours les durs et affirme qu'il crânera aussi bien à la cour d'assises que devant la guillotine. La reconstitution du double assassinat a lieu le dimanche 19 juin. Oui, dimanche, en présence de M. Cochefer, chef de la sûreté, et Bertulus, juge d'instruction. Peunier est accueilli par une foule de 300 ou 400 personnes qui l'attend depuis des heures et lance des cris hostiles. Il se moque en assurant que Desblair, le bourreau, lui en fera voir bien d'autres. On l'introduit dans la salle à manger des Bertrand et il raconte les circonstances dans lesquelles il a tué par 2 fois. Il se défend d'avoir agi avec préméditation. Son gros marteau, il l'a apporté pour réparer le parquet. À midi, Peunier coupe court à son interrogatoire en déclarant que, n'ayant rien mangé le matin dans sa prison, il a très faim et que, de plus, il se sent en proie à une fièvre assez violente. Monsieur Cochefer envoie aussitôt chercher un cachet d'antipyrine et un flacon de sel anglais. Après avoir avalé son cachet et respiré ses sels, l'assassin annonce qu'il se sent mieux et réclame son déjeuner. On lui fait servir dans la salle à manger de monsieur Bertrand, là où a eu lieu le double crime donc, une omelette de 2 œufs, un fricando, du fromage et un verre de vin additionné d'eau. Puis il allume une cigarette en buvant son café. Comme magistrats et avocats se retirent pour aller prendre leur repas, maître Anthony Aubin, défenseur de Peunier, remarque tout à coup que son client s'approche de la table où est posé le rasoir avec lequel il a commis son crime. Il en avise aussitôt M. Cochefer qui saisit marteau et rasoir
et les dépose loin de portée de l'assassin. C'est en effet plus prudent. On se transporte ensuite 25 rue de Villeneuve à Alfortville. Le fiacre de Peugnier est poursuivi par une foule très hostile. Idem quand l'assassin est reconduit à la prison de la Santé. La foule envahit trottoirs et chaussées. On ne l'arrête que grâce à un barrage de police. Une clameur épouvantable le suit longtemps. Le comportement de Peugnier et son cynisme ne jouent pas en sa faveur. L'assassin devait comparaître devant la cour d'assises dans la seconde quinzaine de novembre, mais le 8 novembre, il tente de se suicider. Avec les débris d'une bouteille de vin, il essaie de se couper les veines du bras gauche, mais ne se fait qu'une légère blessure. Le procès s'ouvre finalement le 14 décembre 1898 devant la cour d'assises de la Seine à Paris. Peugnier comparaît seul car Marceline Galpin, d'abord poursuivie pour recel, a finalement bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Quand on l'introduit dans la salle d'audience, Peugnier gagne sa place en se dandinant. Il cherche à produire son effet sur le nombreux et élégant public venu le voir juger. Conservera-t-il cet air décidé jusqu'au bout ? Il a l'air d'un grand collégien, mais sa physionomie n'évoque pas la sympathie. Il a les cheveux taillés assez courts, en coup de vent, le nez charnu, légèrement relevé, la lèvre supérieure très proéminente et le menton fuyant. Il répond d'une voix très nette aux questions du président. Jamais il ne flanche. Même quand le président affirme qu'il est un mauvais sujet alors qu'il a reçu une honnête instruction. Il écope de sa première peine de prison à 17 ans pour vol et à 20 ans, il assassine sa bienfaitrice, la femme qui, connaissant son passé, ne lui ferme pas sa porte, mais l'encourage au contraire à revenir au bien. Il acquiesce, mais affirme qu'il a agi sans préméditation, sur un coup de folie. Vous vous souvenez que le quotidien Le Matin a mis en doute, au lendemain des crimes, la santé mentale de Peugnier, notamment en raison de ses tendances suicidaires. Il n'en est plus question. Dans son réquisitoire, l'avocat général Lombard montre qu'au contraire, Peugnier a combiné son crime et l'a exécuté avec une cruauté sans pareille. Maître Aubin, avocat de la défense, invoque le jeune âge de l'accusé, mais, sans surprise, le jury rend un verdict affirmatif sur les 10 questions qui lui sont posées. Peugnier est donc condamné à la peine de mort. Il pleure, enfin, en entendant la sentence. Mais ce n'est qu'un petit coup de mou. Il regagne sa cellule de la conciergerie en se disant bien content que ce soit fini. Ah, et bien sûr, il a une faim de loup. Durant les 15 jours qui le séparent de son exécution, il écrit une très longue lettre, ses mémoires semble-t-il. Il écrit aussi plusieurs testaments adressés au directeur de la prison. Il désire que son corps ne soit pas remis à l'école de médecine après son exécution, et que ses écrits soient donnés au pasteur, car il s'est converti au protestantisme en prison, pour qu'il publie, s'il y a lieu, un livre qui devra paraître dans toutes les bibliothèques pénitentiaires afin que la jeunesse puisse connaître les circonstances qui, une à une, amènent à la prison. Ce livre édifiant n'a bien sûr jamais vu le jour. L'exécution a lieu le 1er février 1899, au lever du soleil, place de la Roquette à Paris. La foule s'est amassée dès minuit la veille, mais elle a été refoulée au moment de la mise en place des barrières dans les rues de la Vacquerie, de la Folie-Regnault et Servant. La garde républicaine est déployée. Le froid est vif, mais personne ne songe à laisser sa place. Le public est d'autant plus attentif qu'il s'agit de la première exécution d'Anatole Desblair, fils, qui installe les bois de justice sous l'œil attentif de son père. Peugnier est d'ailleurs le dernier condamné à être exécuté place de la Roquette. Il n'y a plus de prisonniers dans la prison de la Grande Roquette qui ferme définitivement ses portes. Elle sera démolie l'année suivante. Au moment où le condamné paraît sur la place, tous les spectateurs se découvrent et le détachement de gendarmerie met sabre au clair. Peugnier s'avance avec courage, marchant d'un pas assuré. Il s'arrête tout à coup et crie « Portez armes !» Le gamin ne manque pas d'humour.
Ces derniers mots au pasteur qui l'escorte sont pour qu'il dise à sa famille qu'il est mouru avec courage et qu'il pardonne à son père. Phrase énigmatique, sauf si on se souvient qu'au cours de son procès, certains témoins ont déclaré que son père adoptif en fait, le battait. Il marche vers l'échafaud en criant à 2 reprises « N'avouez jamais !» Le couperet tombe, justice est faite. On emmène, comme toujours, le corps au cimetière d'Ivry, dans le carré des suppliciés. Le journal Détective du 29 octobre 1936 consacre sa rubrique Crimes d'autrefois à Peugnier, qu'on appelait, apprend-on, le désosseur. L'assassin de Saint-Maurice aurait défoncé le crâne de Madame Bertrand à coups de marteau et il l'aurait aussi charcuté, c'est le terme employé, en ôtant 5 côtes de sa poitrine frémissante comme s'il voulait lui arracher le cœur. Le petit Octave aussi aurait eu tout un rang de côtes soulevées. Comme si les crimes n'étaient pas assez horribles, Détective imagine donc des détails supplémentaires pour faire frémir son public. Cet article, signé Emmanuel Carr, le journaliste qui a couvert pour l'Excelsior l'affaire Marescot, est truffé d'erreurs, ou de mensonges, je ne sais pas. Il affirme, par exemple, qu'Alfred Peugnier est né à Saint-Maurice, alors qu'il est né dans le village de Duvy, dans l'Oise. J'ai vu de mes propres yeux son acte de naissance grâce aux archives numérisées. Alors, quel crédit apporter aux autres assertions du journaliste ? Il affirme que Peugnier était adepte de magie noire. C'est pourquoi il a dévissé les côtes de la vieille afin de mieux plonger les mains dans ses entrailles. Je prie le Dieu des faits diversiers de ne jamais me faire tomber dans de tels excès de langage pour attirer des auditeurs. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.